Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la mauvaise foi. On pourrait croire de prime abord que la mauvaise foi n'est pas vraiment une question philosophique, que c'est plutôt une question psychologique, mais on va voir aujourd'hui que c'est une question qu'on peut traiter sous l'angle de la philosophie. C'est ce qu'a fait Jean-Paul Sartre dans un ouvrage intitulé « L'être et le néant », un ouvrage assez difficile d'accès, mais absolument indispensable pour comprendre sa vision du monde. Et ce que Sartre appelle la mauvaise foi, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle couramment la mauvaise foi. Même s'il y a un point commun, même s'il y a un mécanisme commun, et c'est ce mécanisme que je vais tenter de vous décrire aujourd'hui. Alors déjà, commençons par parler de la mauvaise foi au sens courant. Au sens courant, la mauvaise foi, c'est l'attitude qui consiste à nier la réalité. C'est l'attitude qui consiste à soutenir une idée, à soutenir une opinion que l'on sait être fausse, que l'on sait être contraire à la vérité, parce que la vérité ne nous arrange pas. On est de mauvaise foi quand on nie la vérité, non pas parce qu'on l'ignore, mais justement parce qu'on la connaît et qu'on ne veut pas l'assumer. Parce qu'elle va à l'encontre de nos intérêts. De quels intérêts ? Bien, c'est ce qu'on va voir, mais notons déjà une chose intéressante, qui est que la mauvaise foi, à la différence du mensonge, ne vise pas seulement à convaincre l'autre. Elle vise à se convaincre soi-même. L'individu de mauvaise foi, c'est celui qui tente de se mentir à lui-même. Quand on ment à quelqu'un, on ne cherche pas à se convaincre soi-même de son mensonge. On cherche à convaincre l'autre. Alors que, dans la mauvaise foi, on a besoin de croire dans son mensonge. On sait au fond de nous que ce qu'on dit est faux, mais on essaye quand même. On a besoin d'y croire, quitte à reconstruire la réalité. Et pour bien vous montrer cette différence entre le mensonge et la mauvaise foi, on va prendre un exemple. Vous êtes invité à manger chez vos beaux-parents. Belle-maman a fait un pot-au-feu, et sauf que belle-maman n'a pas laissé la viande cuire assez longtemps. Et du coup, c'est pas bon. Le problème, c'est que vous n'avez pas du tout envie de lui dire que c'est pas bon. Parce que ça se fait pas. Parce que vous avez été bien éduqué et que vous avez appris qu'on ne crache pas sur la main qui nous nourrit. Donc qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez rien dire. En espérant que belle-maman, on va l'appeler Corinne, en espérant que Corinne ne vous demande pas si c'était bon. Et évidemment, au bout d'une minute, Corinne pose la question fatidique. Ça vous plaît ? C'est délicieux, Corinne. Je vais juste rajouter un peu de sel, mais c'est délicieux. Ça, c'est un mensonge. Ce qu'on appelle un pieux mensonge. Mais la mauvaise foi, c'est pas tout à fait la même chose. La mauvaise foi, c'est quand vous êtes dans la voiture, au retour, que votre femme vous dit que le pot-au-feu était raté, et que vous lui dites « Ah, t'exagères. Moi, j'ai trouvé ça bon. Elle cuisine très bien, Corinne. » Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que là, vous essayez de vous convaincre vous-même de votre mensonge. Dans le mensonge pur, il y a au moins l'honnêteté de ne pas en rajouter. Alors que dans la mauvaise foi, il y a persistance dans le mensonge au-delà de la nécessité. On ne ment plus pour se tirer d'affaire. On ment parce qu'on n'assume pas la réalité de ce qu'on pense. Mais votre femme vous connaît bien, et elle sait, elle, que vous êtes de mauvaise foi. Elle vous le dira d'ailleurs. C'est bon, tu peux me le dire à moi. C'était pas bon. Et si là vous continuez à dire que c'était bon, si vous faites mine de ne pas être d'accord avec votre femme,
parce que vous avez décrété qu'il fallait dire que c'était bon, même si ça ne l'était pas, vous êtes dans la mauvaise foi. La différence entre le mensonge et la mauvaise foi, c'est que le mensonge est assumé comme mensonge. Il est assumé comme mensonge par notre conscience. On sait que ce qu'on dit est faux quand on ment. Alors que la mauvaise foi, c'est la surcouche d'auto-persuasion. C'est la surcouche d'auto-aliénation par laquelle on cherche à intégrer notre mensonge dans la réalité. Un peu comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîterait pas, et qui fait qu'au lieu de changer la pièce, on va changer le puzzle, pour que ça puisse rentrer. Le puzzle, c'est la réalité. Changer le puzzle, c'est modifier la réalité pour que notre mensonge n'en soit plus un. On va prendre un autre exemple qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Imaginez que vous connaissez quelqu'un qui a fait quelque chose de condamnable. Par exemple, quelqu'un qui aurait commis un vol. Et imaginez que cette personne qui a commis un vol, vous la connaissez, mais vous ne l'aimez pas. Pour des raisons qui vous regardent. Parce que vous n'aimez pas sa tête, ou parce que vous avez un vieux contentieux, peu importe. Bon, qu'est-ce que vous allez dire à propos de cette personne que vous n'aimez pas et qui a commis un vol ? Vous allez dire tout le mal que vous en pensez. Vous allez dire, c'est honteux, c'est une crapule, il n'a pas de dignité. Bref, tout le florilège. C'est ça que vous allez dire. Vous n'aurez pas besoin de vous forcer. Maintenant, imaginez que cette personne, ce n'est plus quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est au contraire quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un pour qui vous avez de l'estime. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez dire ? Peut-être que vous allez tenir exactement le même discours, mais il est beaucoup plus probable que vous nuanciez vos propos. Que vous disiez « Mince, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Il doit y avoir une raison. Sans doute qu'il était dans le besoin. Sans doute que c'était une question de vie ou de mort. Et puis est-ce qu'on est bien sûr que c'est lui qui a commis ce vol ? Est-ce qu'on a des preuves ? Et puis un vol, c'est pas si grave. Il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez ce genre de situation ? Une situation d'asymétrie. Ce qu'on appelle couramment deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, ça veut dire qu'on ne va pas être neutre dans notre jugement. On ne va pas être impartial. Dans un cas, on va vouloir enfoncer la personne. On va vouloir occulter les circonstances pour pouvoir la charger au maximum. Et dans l'autre cas, on va vouloir comprendre. On va vouloir atténuer. On va vouloir contextualiser. Autrement dit, on va faire preuve d'une complaisance qu'on jugerait déplacée si quelqu'un faisait preuve de cette même complaisance à l'égard de la personne qu'on n'aime pas. Eh bien, c'est ça la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi parce que c'est une adaptation du discours à nos intérêts. Je n'ai pas intérêt à blâmer quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. Parce qu'alors, je vais devoir me justifier intérieurement d'avoir de l'estime pour quelqu'un de condamnable. Alors que quelqu'un que je n'aime pas, j'ai au contraire intérêt à le blâmer. Parce que ça confortera l'opinion que j'ai de cette personne. On appelle ça le jugement motivé. Le jugement motivé, c'est quand on ne juge pas sur pièce, mais à partir de la conclusion qu'on aura préalablement choisi de défendre. Le jugement motivé, c'est quand on met la conclusion en amont du jugement et qu'on élabore tout un scénario argumentatif pour justifier ce qu'on n'irait jamais justifier dans une autre situation. C'est ça l'épicentre de la mauvaise foi. Le jugement motivé. Et là où le jugement motivé se fait ressentir avec le plus de force, c'est quand il nous concerne. Quand il nous concerne, nous.
quand c'est nous qui sommes la cible d'un jugement, on réagit différemment que quand c'est l'autre qui est la cible d'un jugement. Et c'est là que sera prononcée la fameuse phrase « Oui, mais moi, c'est pas pareil. » Toi aussi, tu as commis un vol. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Ah bon, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi? Parce que c'est moi. Et moi, c'est pas pareil. Voyez ce raisonnement circulaire? C'est pas pareil quand c'est moi, parce que quand c'est moi, c'est pas pareil. On s'en sort pas. Et celui qui se justifie en disant c'est pas pareil, il ne se sent pas du tout en train de mentir. Il ne se sent pas du tout de mauvaise foi. Il pense sincèrement que c'est pas pareil. Et s'il le pense sincèrement, c'est parce que la mauvaise foi consiste justement à détourner les yeux de son propre mensonge. La mauvaise foi, c'est trouver des raisons quand on a besoin de raisons. Et c'est ne pas trouver de raison quand on ne veut pas trouver de raison. Ne pas vouloir trouver de raison, c'est vouloir qu'il n'y ait pas de raison. Parce qu'une bonne raison risquerait de nous obliger à nuancer un jugement qu'on n'a pas du tout envie de nuancer. Parce que ce n'est pas dans notre intérêt. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le mot intérêt. L'intérêt qu'on défend à travers la mauvaise foi, ce n'est pas un intérêt matériel. C'est un intérêt psychosymbolique. C'est un intérêt en termes d'affect et de représentation. Et c'est ce qui fait que dès lors qu'il y a de l'affect en jeu, le jugement n'est plus neutre. Le jugement n'est jamais neutre. Il est l'extension de l'affect. Il est la forme théorisée de l'affect. Comme dit Sénèque, la raison veut décider ce qui est juste, l'émotion veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. Quand on est sous l'emprise d'un affect, on devient cet affect. Et en devenant cet affect, on ne voit plus l'affect. On se confond avec lui. La mauvaise foi, c'est la traduction de notre fusion avec l'affect. C'est la traduction de notre incapacité à décoller la raison de l'affect. Beaucoup de gens pensent que la raison peut s'émanciper de l'affect. Ils diront, si on regarde les choses de manière factuelle. Mais enfin, écoutez bien l'absurdité. Si on regarde de manière factuelle, comment peut-on regarder de manière factuelle? Un regard, c'est le contraire d'un fait. Un regard, ça suppose un angle sous lequel on regarde. Ça suppose une perspective sous laquelle on regarde. Et c'est cette croyance dans la neutralité de nos jugements qui conduit à ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est une contradiction entre les faits et notre système de croyance. C'est une contradiction entre la réalité et nos attentes vis-à-vis de cette réalité. Et donc la dissonance cognitive nous conduit à des stratégies d'évitement. On réécrit l'histoire, on reconstruit la réalité pour faire coïncider la réalité avec nos intérêts. Et c'est ce qui fait que la mauvaise foi entraîne des conflits. Parce que si on part du principe que la réalité est la même pour tous, quelqu'un qui transforme la réalité pour la faire coller à son système de croyance, ça énerve. Ça énerve celui qui est de mauvaise foi, qui sent bien que la réalité menace son système de croyance. Et ça énerve celui qui constate la mauvaise foi, qui a juste l'impression d'être pris pour un con. Mais si on admet que la réalité n'est pas la même pour tous, au sens où la réalité, c'est d'abord l'expérience subjective que nous avons de la réalité, si on admet qu'on se construit mentalement la réalité dont on a besoin pour pouvoir vivre et fonctionner avec son système de croyance,
alors on comprend en quoi la mauvaise foi est une fatalité. On n'est pas de mauvaise foi pour le plaisir. On est de mauvaise foi par stratégie de survie. Dans la mauvaise foi, l'affect détermine la pensée. L'intérêt détermine la pensée. Et notre intérêt psychique premier, c'est le besoin de cohérence. Le besoin de cohérence, c'est ce qui assure l'équilibre et la stabilité de notre système identitaire. Qu'est-ce que j'appelle le système identitaire ? J'appelle système identitaire l'ensemble des croyances et des valeurs par lesquelles on se définit. Par lesquelles on se définit auprès des autres, mais aussi par lesquelles on se définit auprès de soi-même. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de l'image de soi. De l'image de soi auprès de soi. Il y a plus important que le jugement d'autrui sur nous. Il y a notre jugement du jugement d'autrui sur nous. On donne au jugement d'autrui la valeur que ce jugement a pour nous. Et donc tout l'enjeu de la mauvaise foi, c'est de maintenir notre image de soi auprès de nous-mêmes. Par exemple, si vous vous définissez comme quelqu'un de courageux et que vous tenez à ce qualificatif pour vous définir, et j'insiste sur le verbe tenir, bien dans ce cas-là, il vous sera très difficile d'admettre que vous ayez pu, à un moment donné, faire preuve de lâcheté. Parce qu'alors, vous vous trouverez en contradiction avec votre système identitaire. Et donc si quelqu'un vous fait remarquer que vous avez fait preuve de lâcheté, et qu'au fond de vous, vous savez qu'il n'a peut-être pas totalement tort, vous n'allez pas l'accepter. Vous ne pourrez pas l'accepter. Vous ne pourrez pas l'accepter parce que vous aurez tellement misé sur le fait que vous étiez quelqu'un de courageux, que si du jour au lendemain, cet élément de votre identité venait à s'effondrer, vous ne seriez plus vous-même. Vous ne seriez plus rien. Donc vous allez être de mauvaise foi. Vous allez dire par exemple que la personne n'a rien compris. Ou vous allez lui retourner la critique. Ou vous allez déployer toute une rhétorique argumentative pour lui prouver qu'elle a tort et que vous avez raison. Parce qu'il y va de votre sentiment de cohérence. Parce qu'il y va de la représentation que vous vous êtes construite de vous-même. Et qu'à partir du moment où on s'est construit une représentation de soi-même, il n'est plus question d'en changer. Ce serait comme détruire ce qu'on a passé toute sa vie à construire. C'est coûteux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rationaliser. Rationaliser, c'est-à-dire que vous allez réagencer la réalité par le discours pour montrer que votre comportement était en réalité parfaitement légitime et approprié. Donc vous allez vous accrocher aux branches, vous allez faire des acrobaties avec la logique, parce que l'important n'est pas la vérité. L'important est le sentiment de cohérence. L'important, c'est l'illusion de la cohérence. Donc non, vous n'avez pas été lâche. Jamais de la vie. Et ceux qui soutiennent le contraire, ce sont eux qui sont de mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est une balle de ping-pong. Vous êtes attaché à la vérité. Vous prenez la franchise, vous prenez la sincérité, la transparence, et pourtant, il vous arrive de mentir. Problème. Comment justifier le fait de mentir quand on a fait de la franchise un élément central de son système identitaire ? C'est contradictoire. Et donc pour résoudre cette contradiction, on va mobiliser une stratégie. Par exemple, le contexte. J'ai menti, oui, mais parce que le contexte l'exigeait. J'ai menti parce que je n'avais pas le choix. Et si je n'avais pas le choix, eh bien mon mensonge n'en est plus totalement un.
Je n'ai pas vraiment menti. J'ai composé avec les circonstances. Et si on est assez habile intellectuellement, on arrivera sincèrement à se convaincre que ces incohérences n'en sont pas. On arrivera sincèrement à se convaincre qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de se définir comme quelqu'un d'attaché à la vérité et le fait de mentir ouvertement. Par contre, si c'est l'autre que je surprends en train de mentir, alors là, il n'a aucune excuse. Il ne peut pas en avoir. Lui trouver une excuse, ce serait considérer que ce que je prône comme une valeur fondamentale de mon système identitaire n'a en fait pas de valeur. Et ça, c'est pas possible. Et c'est très important de comprendre ça parce que tout part de là. Tout part du système identitaire et de ce qu'on est prêt à faire pour maintenir sa stabilité. Je disais tout à l'heure que si une faille apparaissait dans notre système identitaire, autrement dit, si une incohérence venait à s'établir entre notre représentation de nous-mêmes et la réalité de notre comportement, notre équilibre psychique était en péril. Car alors, nous ne sommes plus ce que nous prétendons être. Et là, on touche au cœur de l'analyse de Sartre sur la mauvaise foi. Ce que nous dit Sartre, c'est que nous avons besoin d'une représentation de nous-mêmes. Nous avons besoin d'une identité par laquelle nous définir. En ce sens, nous sommes tous des essentialistes qui s'ignorent. Des platoniciens qui s'ignorent. Parce que pour Platon, au-delà des choses qui sont dans notre bas monde, il y a l'essence des choses. Et l'essence d'une chose, elle est fixe. Elle est immuable. Si une chose perd son essence, elle n'existe plus. Elle n'est plus soutenue par rien. Et bien de la même façon, nous nous donnons une essence, nous nous définissons selon cette essence, et cette essence devient notre raison d'être. On en a vu quelques exemples tout à l'heure. Se définir comme courageux, se définir comme attaché à la vérité, tout ça, ce sont des essences. Et peu importe que ces essences ne correspondent pas à la réalité, ce qui compte, c'est de s'identifier à une essence. Parce qu'au fond, ce qu'on exprime à travers la mauvaise foi, ce n'est pas tant la peur d'avoir tort, c'est la peur de ne plus savoir qui on est. C'est la peur de ne plus être rien. Ce qu'on redoute, c'est la désagrégation de notre identité. C'est l'anéantissement du moi. Sartre faisait partie du courant existentialiste. On a déjà eu l'occasion d'expliquer ce qu'était l'existentialisme, donc je vais simplement me contenter d'un bref rappel. L'existentialisme, c'est la vision selon laquelle l'être humain est le seul maître de son existence. Autrement dit, selon laquelle nous sommes fondamentalement libres de choisir ce que nous sommes. L'existentialisme s'oppose à deux courants. Il s'oppose à l'essentialisme, mais il s'oppose également au déterminisme. Et si on arrive à comprendre cette double opposition, si on arrive à comprendre en quoi la vision existentialiste est à la fois un anti-essentialisme et un anti-déterminisme, on comprendra du même coup en quoi l'être humain est pour ainsi dire prédisposé à la mauvaise foi. Alors d'abord, l'essentialisme. L'essentialisme, comme son nom l'indique, c'est l'idée selon laquelle les êtres humains posséderaient une essence. Autrement dit, qu'ils posséderaient une nature dont ils ne pourraient pas s'affranchir. Avoir une essence, c'est avoir une identité figée. Or, on a vu que la mauvaise foi
repose justement sur cette tendance de l'homme à essentialiser. On devrait dire à s'auto-essentialiser. On se donne une nature, courageux, sincère, et à partir de cette nature, on réécrit notre récit existentiel. Et ce que nous dit Sartre, c'est que cette essentialisation est le fruit de notre angoisse. Pourquoi ? Parce qu'essentialiser, c'est donner des contours aux choses. L'identité fonctionne sur le principe de l'essentialisation. Quand les choses sont identifiables, elles sont maîtrisables. On peut se repérer grâce à elles. Et en se donnant une identité, on se soulage de l'angoisse liée à l'indétermination. Remarquez comme l'inquiétude se nourrit de l'indétermination. Elle se nourrit de l'inconnu. Plus les choses sont indéfinies, plus on est inquiet. Plus elles sont définies, plus on est rassuré. Et c'est d'autant plus valable pour nous, êtres humains, parce qu'à bien y regarder, nous sommes ce qu'il y a de plus indéterminé. C'est ça que nous dit l'existentialisme. L'être humain est fondamentalement indéterminé. Sartre va encore plus loin, il dit « L'être humain n'est rien. Il n'est rien parce que son être se confond avec ses choix. Son être se confond avec ses actions. Et chacune de nos actions est un arrachement au néant. En agissant, on choisit un chemin parmi une infinité de chemins possibles. Et avoir conscience de ça, avoir conscience du néant fondamental de notre condition originelle, c'est entrer dans l'angoisse. Se donner une essence, c'est se donner une consistance. C'est remplir le néant de notre identité d'un rôle qui nous permet non seulement de savoir qui on est, mais de le proclamer au monde. Étant entendu que plus on a besoin de proclamer son essence au monde, plus on fait la démonstration de notre angoisse de n'être rien. Asséner que l'on est ci ou que l'on est ça, c'est avoir besoin de le rappeler. De se le rappeler. Et ce que nous dit Sartre, c'est qu'en se donnant une essence, on se comporte comme si on était une simple chose. Les choses ont une essence. Elles ont une forme, une fonction, une raison d'être. En se définissant, en se donnant une identité, un rôle, un caractère, on se chosifie. On se traite soi-même comme une chose. Et ce faisant, on se donne la possibilité de maîtriser notre essence. L'être humain ne veut pas être libre parce qu'il ne veut pas être néant. Il ne veut pas être possibilité. L'être humain veut être quelque chose. Et ce quelque chose constitue pour lui une garantie de n'être pas rien. L'être humain s'auto-définit, il s'auto-essentialise pour échapper au néant. Mais comme je le disais, l'existentialisme ne s'oppose pas seulement à l'essentialisme. Il s'oppose également au déterminisme. Et le déterminisme, c'est l'idée que nous ne sommes pas libres parce que nous sommes le produit d'une combinaison de causes et d'effets auxquels on ne peut pas se soustraire. Le déterminisme, c'est dire par exemple « je suis comme ça parce que mon environnement m'a rendu comme ça ». C'est dire « je ne peux pas faire ça parce que mes conditions de vie ne me le permettent pas ». Le déterminisme, c'est la négation de notre pouvoir de choisir notre condition.
C'est donc là encore une manière de rejeter notre liberté, de nier notre liberté. Et c'est ça que Sartre appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est la fuite vis-à-vis de ce que nous sommes, à savoir des êtres libres. Des êtres capables de ne pas se soumettre passivement au déterminisme. Sartre ne pensait pas que le déterminisme n'existait pas, mais il pensait qu'on ne pouvait pas imputer au déterminisme la responsabilité de nos choix. On peut rendre le déterminisme responsable de ce qui arrive, mais on ne peut pas rendre le déterminisme responsable de la manière dont on réagit à ce qui arrive. C'est sa célèbre citation : « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. » Parce que pour Sartre, l'être humain a toujours le choix. C'est d'ailleurs ce qui le différencie des autres êtres de la nature. Le choix. Donc quand on parle de déterminisme à propos de l'être humain, on réduit l'être humain à une chose parmi les choses. On fait de l'être humain un être mécanique. Un être dépourvu de discernement, dépourvu de volonté, dépourvu de conscience. On le déshumanise. On se déshumanise. Et on accable le monde, on accable le contexte, les lois sociologiques de notre propre lâcheté. En 1386, une truie fut condamnée à mort pour avoir dévoré le bras d'un enfant. Il y eut un procès, à l'issue duquel la truie fut reconnue coupable. On l'habilla d'une robe, d'une veste, de gants. On la conduisit à l'échafaud, où elle fut pendue devant la foule attroupée. On demanda même aux paysans de venir voir l'exécution de la truie avec leurs cochons, pour que cela leur serve de leçon. Si cette histoire nous paraît grotesque, c'est pour une raison très simple, qui est qu'on ne peut raisonnablement pas tenir une truie pour responsable de ses actes. La responsabilité implique d'être doté d'une raison. Et ce que nous dit Sartre, c'est que si on trouve absurde de tenir une truie pour responsable de ses actes, on devrait trouver tout aussi absurde de ne pas tenir l'être humain pour responsable de ses actes. Pour Sartre, c'est parce que l'être humain est doté d'une conscience qu'il est responsable de ses actes. Et aucun déterminisme ne saurait remettre ça en cause. Sartre ne nie évidemment pas que notre comportement soit soumis à des influences. Bien sûr qu'il y a des influences. Bien sûr qu'on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait, comme on le voudrait. Qui serait assez naïf pour le croire? Mais ce que dit Sartre, c'est que l'influence ne signifie pas le déterminisme. Un corps inerte n'a pas le choix de ce que vous lui faites subir. Il obéit. Il obéit passivement. Mais un être humain n'est pas un corps inerte. La vision déterministe de l'homme, c'est la vision de l'homme comme être fondamentalement passif. Comme être fondamentalement mécanique. Mais enfin, dans ce cas-là, qu'est-ce qui différencie l'homme des choses inertes? Qu'est-ce qui différencie l'homme de cette table, de cette chaise, de cette lampe? Qu'est-ce qui différencie l'homme des choses, si ce n'est précisément la liberté? Et encore une fois, être libre, ça ne veut pas dire être en apesanteur. Ça ne veut pas dire flotter au-dessus des déterminations. Ça veut dire avoir le dernier mot sur les déterminations. Ça veut dire être capable de dire oui ou de dire non aux déterminations. Et la mauvaise foi, c'est le fait de nier ce pouvoir de l'homme.
La mauvaise foi, c'est transformer l'être humain en chose et l'existence en subsistance. Je cite. Il s'ensuit d'abord que celui à qui l'on ment et celui qui ment sont une seule et même personne, ce qui signifie que je dois savoir en tant que trompeur la vérité qui m'est masquée en tant que je suis trompé. Mieux encore, je dois savoir très précisément cette vérité pour me la cacher plus soigneusement, et ceci non pas à deux moments différents de la temporalité, ce qui permettrait à la rigueur de rétablir un semblant de dualité, mais dans la structure unitaire d'un même projet. Comment donc le mensonge peut-il subsister si la dualité qui le conditionne est supprimée? À cette difficulté s'en ajoute une autre qui dérive de la totale translucidité de la conscience. Celui qui s'affecte de mauvaise foi doit avoir conscience de sa mauvaise foi, puisque l'être de la conscience est conscience d'être. Il semble donc que je doive être de bonne foi, au moins en ceci que je suis conscient de ma mauvaise foi. Mais alors, tout ce système psychique s'anéantit. On conviendra en effet que si j'essaie délibérément et cyniquement de me mentir, j'échoue complètement dans cette entreprise. Le mensonge recule et s'effondre sous le regard. Il est ruiné, par derrière, par la conscience même de me mentir, qui se constitue impitoyablement en deçà de mon projet, comme sa condition même. Il y a là un phénomène évanescent, qui n'existe que dans et par sa propre distinction. Certes, ces phénomènes sont fréquents, et nous verrons qu'il y a en effet une évanescence de la mauvaise foi. Il est évident qu'elle oscille perpétuellement entre la bonne foi et le cynisme. Toutefois, si l'existence de la mauvaise foi est fort précaire, si elle appartient à ce genre de structure psychique qu'on pourrait appeler métastable, elle n'en présente pas moins une forme autonome et durable. Elle peut même être l'aspect normal de la vie pour un très grand nombre de personnes. On peut vivre dans la mauvaise foi, ce qui ne veut pas dire qu'on ait de brusques réveils de cynisme ou de bonne foi, mais ce qui implique un style de vie constant et particulier. Notre embarras semble donc extrême, puisque nous ne pouvons ni rejeter, ni comprendre la mauvaise foi. La mauvaise foi sartrienne, c'est le réflexe par lequel l'homme passif revendique sa passivité pour ne pas avoir à assumer sa responsabilité. Et si Sartre utilise l'expression de mauvaise foi, c'est parce qu'il considère que la négation de notre responsabilité correspond à la négation d'une vérité, de la seule vérité qui soit, à savoir que l'être humain est libre. Non pas libre de ne plus subir d'influence, mais libre de ne pas se laisser passivement transporter par les influences. Un bateau sur l'océan, c'est un bateau livré au déterminisme. Il va être entraîné par les courants. Mais si sur ce bateau, vous mettez un capitaine qui tient le gouvernail, que vous mettez un équipage à ses ordres, alors le bateau cesse d'être le jouet du déterminisme. Le bateau, c'est notre corps. Le capitaine, c'est notre conscience. L'équipage, c'est la volonté dirigée par la conscience. Le bateau sur l'océan n'est alors plus le jouet des vagues. Il devient l'adversaire des vagues. Adversaire au sens littéral. Ce qui fait face. Ce qui fait front. Rappelons que capitaine, ça vient de caput, qui veut dire la tête. Nous sommes les capitaines de notre existence. Et être capitaine de son existence, ça suppose de ne pas détourner les yeux du gouvernail. Ça suppose de regarder le gouvernail en face et de dire « Je suis le capitaine. Je suis celui qui tient la barre. Je suis celui
qui ne fuit pas, qui ne recule pas. J'existe, envers et contre tout. Je vous remercie.